que ça voudrait dire à l'Alpe d'Huez où il y a 300 000 personnes. Alors on va parler du monsieur au Catogan, Laurent Fignon, F comme Fignon. Ça aussi c'est un champion un peu particulier. Ben, c'est bien, vous parlez de Monsieur Catogan, et c'est vrai qu'au fond, Fignon, il a gagné 2 Tours de France. Si on compare avec un Bernard Thévenet, c'est pas mieux. Et Fignon est plus connu que Thévenet, par exemple, parce qu'il a une gueule. Il a une gueule, son Catogan, ça en a fait une figure. Et c'est vrai que dans le sport, souvent, on se souvient bien de ceux qui se distinguent un peu de la moyenne, qui ne ressemblent pas aux coureurs moyens. Et Fignon, en plus, a eu ce côté un peu panache, avec son Catogan, panache de battre Bernard Hinault. À l'époque, tout de même, où Bernard Hinault était encore au sommet de son art. Et en ce sens, c'est pour ça que Fignon laisse un nom. Puis c'est un coureur à part dans ses contacts avec la presse, avec le public. C'est un coureur un petit peu à part, mais qui a été un grand champion, qui a bien marqué aussi le Tour de France, j'allais dire, de l'ère moderne. Aussi le coureur très, très nouveau cyclisme. Tour de France, ça tombe bien, F comme France, ça va peut-être enchaîner sur France, sur quoi? Sur chauvinisme, sur le maillot du Tour de France? Oui, parce que France, c'est vrai qu'il faut parler un petit peu de chauvinisme. La grande querelle sur les équipes nationales, et ce qui inquiétait Jacques Godet d'ailleurs, qui est un grand défenseur de la formule par équipe nationale, c'est le risque de chauvinisme. Il y a eu quand même, on parlait de la foule tout de suite, il y a eu quand même des époques où ça s'est mal passé entre Italiens, Français, on connaît le problème de la foule italienne aussi et des supporters italiens. Il y a un risque évidemment avec les équipes nationales d'exacerber le chauvinisme. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on parle de l'équipe de France, souvent on accuse les directeurs du Tour de France de faire des règlements ou de prendre des décisions pour favoriser les coureurs français. On nous a même des fois accusés de vouloir cacher des contrôles antidopage positifs. On invente toujours chauvinisme. J'ai l'impression que nos amis étrangers nous voient un peu à leur image et pensent que nous sommes plus chauvins qu'eux encore. Alors le maillot du jour, c'est tout simple. Bah, celui-là, je pense que tout le monde l'aura reconnu. C'est le maillot de l'équipe de France qui est encore très beau. Hein. C'est dommage qu'on ne le voit plus sur le Tour de France. Et le maillot de champion de France, il est comment en fait? Le maillot de champion de France, il est blanc-rouge quand même. Oui, mais avec une ceinture tricolore en fait. Bon, alors celui-là, on le regarde avec nostalgie? Non. Bon, un petit peu, allez. Un petit peu de nostalgie. Le maillot, oui, le maillot de champion de France, en fait, il est bleu, blanc, rouge. Hein. Vous voyez, il est moins compliqué. Enfin, il est tricolore quand même, on l'aura compris. Le Tour de A à Z, on se retrouve demain avec la lettre G, et là, je suppose qu'on parlera forcément d'un monsieur qui s'appelle Godet. Monsieur Godet. À demain. À demain. J'espère que vous le savez maintenant, que tous les soirs, on se retrouve depuis déjà pas mal de temps pour parler du Tour de A à Z. A comme Anquetil, Z comme Zoutomel, et aujourd'hui, nous sommes à la lettre G avec Xavier Lui, comme tous les soirs. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vrai que lettre G, forcément Godet. Godet-Garin. Godet parce que Jacques Godet, bien évidemment, le nom de Godet d'ailleurs, Victor Godet, on l'a vu aussi dans une émission précédente, Victor Godet, avec Henri Desgranges, avec Géo Lefebvre, sont les créateurs du Tour de France. Et Jacques Godet, j'allais dire, est véritablement s'inscrit dans cette continuité. Jacques Godet a dirigé le Tour de France de 1932, je crois, à 1987, puisque nous étions ensemble à cette époque. Et donc vous vous rendez compte, c'est vraiment l'histoire du Tour, c'est Jacques Godet. Et alors, on pourrait faire une émission sur Jacques Godet, bien évidemment, et avec lui d'ailleurs, ce sera encore plus passionnant. C'est la figure, le casque colonial, vous savez, le short. Et Jacques Godet, c'est surtout un amour fantastique du Tour et le gardien, du dogme, en quelque sorte, de cette loi non écrite voulue par Henri Desgranges. Jacques Godet a été jusqu'à ces toutes dernières années véritablement le défenseur. Mais surtout, c'est un homme qui aime passionnément le Tour de France et qui aime les coureurs, qui aime les champions d'ailleurs d'une manière générale, mais qui aime les coureurs, qui a vraiment de l'amour pour les coureurs, et ça se sentait quand on est dans la voiture avec Jacques Godet, c'est une chose que l'on sent. Et Garin, on connaît un petit peu moins. Maurice Garin, il faut le dire, pour l'histoire, Maurice Garin, c'est le premier vainqueur du Tour de France, donc 1903. Maurice Garin, image, vous savez, le coureur avec les moustaches, le Gaulois en quelque sorte. Et on ne peut pas ne pas citer Maurice Garin dans un Tour de A à Z. Premier Tour de France avec combien de kilomètres? Il faut bien que j'arrive à vous coller quand même un jour ou l'autre. Le premier Tour de France Allez, on regardera encore dans le bouquin de Chadi, mais ça doit faire dans les 3000. Ah, quand même, oui. Quand même. Oui, il épousait véritablement l'hexagone. Il faut savoir qu'à l'époque, bien sûr, on faisait des moyennes de l'ordre de 25 à l'heure, quand ça marchait bien.
les coureurs partaient avec la lampe, hein. Ils partaient très tôt le matin et les derniers arrivaient très tard le soir. Il n'y avait pas du tout le système d'aujourd'hui où on départage les coureurs au millième de seconde. Mais quand vous êtes en forme, il paraît que vous faites encore 26 km de moyenne. J'espère un peu plus quand même, je suis en forme. J'ai aussi un petit mot sur Guimard, quand même, Cyril Guimard. Alors, Cyril Guimard... Je touche cette voiture, parce que vous la connaissez bien, cette voiture. Oui, c'est une voiture. Cette voiture, elle date de 1975. Enfin, c'est de cette époque. On parlait de Jacques Godet. J'avais suivi le Tour de France dans la même voiture en 1975, le jour où Thévenet a lâché Merckx dans la montée de Saint-Lary, Plat d'Adet. Alors, c'est un souvenir. Alors, on revient à Guimard. Guimard, pourquoi Guimard? J'ai mis Guimard à la lettre G parce que c'est le symbole du directeur sportif qui joue un rôle pour faire gagner son coureur. Lucien Van Niem, quand on cite Lucien Van Niem, la victoire de Lucien Van Niem dans le Tour de France, bien sûr, Van Niem, il devait gagner un Tour de France. Comme c'est un grimpeur, il devait gagner un Tour de France. Je pense que cette année-là, Cyril Guimard, son directeur sportif, tout de même, l'a bien aidé. L'a bien aidé en le conseillant. Il y a tout le rôle que joue le directeur sportif avant la course, pour bâtir une tactique. Pendant la course, il court au peloton, il va à l'échappée, donner des consignes, arrêter ses coureurs éventuellement, faire rouler les autres, dire à un moment où il ne faut plus rouler, donner des consignes pour masquer un petit peu, bluffer, savoir bluffer par rapport aux autres coureurs. Guimard sait bien faire tout ça, il a su le faire en tant que coureur, mais il le fait très bien en tant que directeur sportif. Savoir aussi préparer psychologiquement la façon dont Guimard préparait Bernard Hinault, quitte d'ailleurs à, par exemple, provoquer des articles dans la presse pour lâcher des informations du style, en ce moment, Hinault, il ne fait plus le métier, c'est plus un coureur, et l'autre, apprenant ça, dit « Comment Cyril a dit ça ?» et voir Bernard Hinault nous gagner Paris-Roubaix quelques jours après. Tout ça, c'est le rôle du directeur sportif. C'est à la fois un tacticien, un psychologue. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a une liaison radio entre les coureurs qui ont des écouteurs, certains, pas tous, les chefs d'équipe notamment, et leur directeur sportif. Alors avec les liaisons téléphoniques, c'est extraordinaire, on assiste à une course véritablement qui se joue à la seconde près. Coureur, c'est instantanément ce qu'il doit faire, quelquefois un peu trop. L'ennui, c'est que beaucoup de coureurs ont tendance, ils sont complètement perdus, se retrouvent dans une échappée, nous on le voyait bien dans la direction de la course, et ils appelaient tout de suite leur directeur sportif, ils ne savaient pas s'il fallait qu'il roule pas. Alors maintenant, c'est plus facile. Le maillot du jour, aujourd'hui, il fallait bien en parler. Ah oui. C'est le maillot important. Il faut en parler parce qu'il a évidemment, c'est le Tour de France, oui. Le maillot jaune, c'est le Tour de France. Ça représente le Tour de France. Alors moi, j'ai envie de poser la question bête et naïve tout de suite. Pourquoi on a choisi jaune et pourquoi maillot jaune? Il aurait pu être vert, rose C'est une bonne question. Le rose, il est pris. On peut répondre d'ailleurs. Oui. Le rose, il existait avant le jaune. Et le rose était le maillot de la couleur de la Gazzetta dello Sport, c'est-à-dire le journal organisateur du Tour d'Italie. Alors, et le jaune, c'est parce que c'est la couleur d'un journal. C'est la couleur de l'auto. L'auto, l'ancêtre de l'équipe. L'auto, d'ailleurs, l'auto a toujours été jaune, le papier était jaune. L'équipe aussi, d'ailleurs, longtemps, jusqu'à ces dernières années, c'est la couleur traditionnelle, donc le maillot jaune, créé en 1919 et porté pour la première fois par Christophe, à une étape à Grenoble. Celui qui avait réparé sa fourche. Là. Donc c'est vrai que lorsqu'on regarde ce maillot, on rêve, et il y a plein d'images qui... c'est même une expression aujourd'hui qui est dans le domaine public. Être le maillot jaune, ça veut dire être le premier. Être le premier, être le leader, comme disait un ministre de la Culture. Merci, monsieur Xavier Louis. On se retrouve demain, le Tour de A à Z. Vous avez tout compris. À demain. À demain. Et oui, vous êtes là, de plus en plus nombreux. Tant mieux, vous l'avez dit aux voisins qui avaient le Tour de A à Z sur Aki TV juste avant le journal avec Xavier Louis. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien depuis ces derniers jours? Les étapes se déroulent très bien. Bon, nous sommes à la lettre H. Alors là, on ne va pas être original parce qu'il y a vraiment un nom qui arrive, H comme Hinault. Bernard Hinault, le célèbre breton. Ouais, ça c'est aussi, c'est une race de champions à part, ça? Et oui, on dit le breton, ce qui est une tradition du cyclisme. La Bretagne a donné tous les champions, les Robic, les Bobet, et plus près de nous, Bernard Hinault. Probablement parce que, j'allais dire, les parcours de la Bretagne s'y prêtent bien, parce qu'il y a une tradition paysanne et que pendant des années, ce sont les coureurs venant de la France rurale qui étaient les meilleurs et les champions. Et c'est vrai aussi, c'est vrai aussi que, bon, vous connaissez le Tour de France mieux que moi, mais les années qui ont précédé l'arrivée d'Hinault, on attendait un peu un grand champion. Hein. Il y a eu quelques bons champions, oui, mais parce que les grands, en France, on en manquait un. En France, on attendait un grand champion, puisqu'il y a eu l'ère Eddy Merckx.
Il y a eu tout de même Bernard Thévenet, et je crois qu'on l'oublie un petit peu, Bernard Thévenet, mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas dominé à la façon de Bernard Hinault. Et Bernard Hinault, lui, c'était déjà, ça fait partie de ses champions du siècle. Ouais. Les Merckx, les Coppi, les Anquetil, Hinault en fait partie, 5 Tours de France, surtout un palmarès incomparable, champion du monde, vainqueur de Paris-Roubaix, vraiment encore très complet surtout. Et c'est là on en revient à ce que l'on a eu l'occasion de dire, mais qu'il faut rappeler. Pour gagner le Tour de France, il faut être bon partout. Il faut être bon contre la montre, bon grimpeur, bon descendeur, être bien conseillé, Hinault l'a été souvent, et puis avoir toujours de bonnes équipes avec soi. Hinault, c'est pareil, on pourrait faire beaucoup d'émissions sur lui. H, on peut parler d'Herrera aussi. Alors Un des grands aussi, même s'il est Herrera, pas aussi on peut pas le mettre au même niveau. Herrera, c'est une image. C'est cette image ce que Jacques Godet appelle les grimpeurs Ouistiti. Vous savez, ces petits grimpeurs qui sont véritablement capables de s'envoler et qui font la légende du Tour, parce que le public aime ça, de voir un coureur qui s'envole dans la montagne. L'un des problèmes d'Herrera, comme de la plupart des Colombiens, c'est un manque de préparation, un manque de sens tactique et qu'ils sont de très mauvais descendeurs. Et comme maintenant il y a moins d'arrivées en altitude, en fait ils creusent un petit écart dans l'ascension, puis ils repèrent souvent plus encore dans la descente. Alors il y a une lettre H comme, alors là il faudrait faire toute une émission aussi, H comme hébergement. Oui, parce c'est que impressionnant parce c'est que- très important. C'est très important. Il faut savoir que le Tour de France, il y a 3500 suiveurs. C'est une ville quoi, qui suit. Et oui, et ça veut dire qu'il faut trouver 3500 lits en plein mois de Il juillet. n'y a pas de lit pour deux. En plein mois de juillet, il y a quelquefois, il n'y a pas de lit, certains qui dorment dans des caravanes, mais grosso modo, il faut trouver 3000 lits. Et il faut aussi bien héberger les coureurs. Alors bien héberger les coureurs, ça veut dire, ça a bien évolué là aussi, ça veut dire beaucoup de confort, ils demandent beaucoup. Il faut savoir aussi qu'il y a une répartition sur l'ensemble du tour, le nombre d'étoiles des hôtels par équipe, vous avez le même nombre sur la fin. C'est-à-dire qu'un jour, il y en a un qui a 4 étoiles, l'autre en a 3 étoiles, rarement maintenant dans les deux, et puis le lendemain c'est l'inverse, tout ça on y tient. Il y a une égalité de traitement. Également le souci que l'hébergement assure la tranquillité des coureurs, mais également qu'on puisse y faire de la mécanique, qu'on puisse arriver avec les camions qu'il y a aujourd'hui, tous les vélos s'installer, donc problème des hôtels en centre-ville. C'est un travail qui est préparé plus d'1 an à l'avance, la réservation des Quand hôtels. le tour est fini, on prépare ceci après. Bien évidemment, et les hôtels sont réservés avec un choix. Il y a un responsable de l'hébergement qui va sur place. Tous les hôtels, on explique également les problèmes d'horaire, de petits déjeuners, qui sont de véritables déjeuners d'ailleurs. Donc tous les problèmes d'horaire des 5 heures du matin. Prévoir toutes ces questions-là sont réglées des mois à l'avance, avec donc un repérage, un contact avec tous les hôteliers. Je pense notamment aux hôteliers qui reçoivent les équipes. Ça veut dire que tout ça se passe bien, on a la bonne humeur quand même? Tout ça se passe bien et notamment maintenant c'est presque parfait, j'allais dire. en la Vous vous matière. souvenez des petits coups de gueule comme de temps en temps lorsque vous étiez le patron là-bas? Ah bah des problèmes de gens qui ne trouvaient pas leur chambre ou qui étaient deux dans la même chambre, effectivement, ça c'est déjà arrivé, ou les valises qui étaient dans un autre hôtel, ça fait partie des anecdotes toujours amusantes du tour, plutôt amusantes après d'ailleurs. Le maillot du jour, on est toujours à H. Maillot très simple, c'est bien évidemment, là aussi on l'aura reconnu, c'est le coureur, le coureur, la couleur des Pays-Bas, de la Hollande, Oui. le fameux maillot orange qu'on retrouve dans notre sport et dans le football notamment. Alors, si on cite un coureur qui a porté ce maillot, on peut citer lequel? Moi j'ai envie de dire Zoetemelk. Ah, on n'est pas encore à la lettre Z, il faudra attendre un peu plus tard. Vous avez tout compris, le tour de A à Z. On se retrouve demain, bonsoir Xavier. Bonsoir. Le tour de A à Z avec Xavier Louis. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes déjà à la lettre I. Alors là, avec la lettre I, c'est plus facile parce qu'on est beaucoup plus dans l'actualité. Moi, je dirais I comme Indurain, forcément. Oui, je crois que c'est inévitable. Miguel Indurain, ce merveilleux nouveau champion, parce qu'il s'inscrit lui aussi, on a parlé hier de Bernard Hinault, il s'inscrit effectivement dans cette lignée, après avoir gagné déjà 3 Tours de France, et lui, série en cours, comme on dit. Miguel Indurain, moi j'ai eu la chance de le découvrir d'abord dans un Tour de l'Avenir 1985. Il avait gagné le contre-la-montre de Tarbes. Et on s'était dit, en voyant ce coureur, c'est le nouveau Moser. C'est-à-dire qu'on imaginait un coureur qui allait gagner des classiques. On a dit, il ne peut pas gagner un Tour de France parce qu'avec sa carcasse, il ne montera jamais l'école. Et puis on l'a retrouvé en 1986 dans le Tour de la Communauté européenne, qui allait de Porto à Turin et qui passait notamment par les Pyrénées, le Tourmalet, Paris-Zoar et Vars, dans les Alpes. Et puis il a gagné. Il a gagné le prologue, il a gagné les contre-la-montre, il était en tête dans Vars-Izoar, il était légèrement distancé dans Vars-Izoar, mais il a tout repris dans la descente. Et là, on s'est dit, celui-là, effectivement,
il fera quelque chose dans le Tour de France. Voilà l'histoire de Miguel Indurain, il l'a prouvé après. Alors c'est un coureur curieux parce que il n'a pas le tempérament, quand vous le rencontrez, d'un Merckx, d'un Anquetil ou d'un Bernard Hinault, un garçon beaucoup plus calme, presque effacé. Ça se voit dans les interviews d'ailleurs. Oui, et même sur son vélo, quelque part, il ne souffre pas, il n'a pas l'impression que c'est facile, jamais un mot plus haut que l'autre. Et puis néanmoins, sûrement, il souffre autant que les autres, et c'est un très beau champion. Donc à suivre encore pendant quelques années. Et oui, sûrement. I comme Indurain, I comme innovation. Ah, ça c'est une question, on parle toujours de la règle, depuis le début de nos émissions, de la règle non écrite du Tour de France, voulue par Henri Desgranges et poursuivie par Jacques Godet. Une règle qui est qu'on se méfie des innovations. Jacques Godet, j'allais dire. Henri Desgranges a longtemps interdit le dérailleur, parce qu'il considérait que c'était que ceux qui auraient le dérailleur, c'était un avantage par rapport aux autres. Donc, toujours la règle a été de dire, s'il y a une innovation qui procure un avantage sensible, il faut que tous les coureurs puissent en disposer. J'ai connu cette question avec, par exemple, le recul de selle. Vous savez, le fait, Thierry Marie avait gagné un prologue avec un fessier, en quelque sorte, qui lui permettait d'avoir un point d'appui supplémentaire. Il y a eu l'année où Greg LeMond a été le premier à utiliser le fameux guidon de triathlète. Et à chaque fois, on s'est posé la question, dans le règlement particulier du Tour de France, de savoir si l'on pouvait autoriser ce type d'innovation. La question, vous le savez, se pose aujourd'hui de manière plus générale à propos du record de l'heure et de la façon de concevoir la bicyclette elle-même. À chaque fois, il y a un moment où on lâche, et puis il y a trop d'avancées, c'est-à-dire trop de désavantages. À partir du moment où ce n'est plus seulement le coureur, par sa seule force physique, qui peut faire la différence par rapport à un autre, et que c'est plus un artifice technique, évidemment, il y a retour en arrière. Moi, c'est vrai qu'en voyant les images du dernier vélo pour le record de l'heure, d'Aubry, oui. J'étais un petit peu déçu. Moi, je dis c'est plus un vélo, presque. Ça reste un vélo qui est ému par la seule force humaine, ce qui est une chose importante, mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, la carrosserie est interdite. Mais si on se rapproche de quelque chose qui permet en quelque sorte d'avoir une carrosserie, on n'est plus tout à fait dans la norme. Alors, il y a I aussi, et là, je suppose que vous allez citer tout un tas de noms célèbres. Il y a I comme invité. Oui, on pourrait tous les citer, tous les grands de la politique, du showbiz, du sport sont venus sur le Tour de France. Et c'est une tradition importante. Moi, j'avais souhaité, lors de mon passage sur le Tour de France, que le Tour de France soit un événement, je ne dis pas plus mondain, parce que ce serait mal interprété, mais qu'à l'exemple d'autres grands sports comme le tennis, le football ou l'automobile, on n'hésite pas à faire venir des gens, encore une fois, du spectacle, de la politique, parce que c'est une façon aussi de promouvoir le cyclisme et le Tour de France, qui est un événement tout court, un événement social. Le Tour, c'est normal que l'on retrouve des présidents de la République, des grands acteurs, des grands de ce monde qui viennent sur le Tour de France. Et c'est passionnant de vivre le Tour avec eux, de les avoir pendant des heures dans sa voiture et pouvoir les découvrir décontractés, le masque tombé en quelque sorte, et nous raconter même leur vie, parler de politique dans ce cadre-là. C'est la différence, vous évoquez le tennis, et c'est complètement personnel. Au tennis, on vient se montrer un peu, on sait qu'il y a les caméras, alors que sur le Tour de France, on vient presque d'une façon anonyme. C'est très rare. C'est vrai que dans le Tour de France, c'est beaucoup plus rare. I aussi comme italien, il faut en parler. C'est une tradition évidemment du Tour de France, les Italiens qui dominent aujourd'hui le cyclisme. Nous avons le maillot de l'Italie, le maillot azur. Ça nous permet d'enchaîner sur le maillot du jour d'ailleurs. Sur le maillot du jour de l'Italie. Les Italiens, alors là on pourrait citer, on a déjà cité Coppi, on pourrait citer Gimondi, moi c'est un coureur que j'aime beaucoup, c'est une belle image, vainqueur du Tour de l'Avenir et vainqueur l'année d'après du Tour de France. 65 c'est ça 65, j'ai gagné. 65, gagné, et Tour de l'Avenir 64, mais on pourrait citer aussi Moser, et plus près de nous Bugno. C'est une race de champions les Italiens? C'est une race de champions, c'est souvent de très beaux coureurs en plus, hein. C'est vrai, il faut remarquer que sur le plan de l'esthétique, les coureurs italiens ont de beaux vélos et de beaux coureurs. On parlait tout à l'heure d'Anquetil avec les femmes, Gimondi aussi, hein, les femmes étaient là aux arrivées. Merci Xavier Louis, demain on continue notre abécédaire du Tour de France, c'est demain. À demain. Ne me dites pas que vous découvrez pour la première fois le Tour de A à Z, hein. On ne va pas résumer les épisodes précédents, tant pis, n'est-ce pas Xavier?
Bonsoir. Bonsoir. C'est bien ce qu'on fait en ce moment, on fait le Tour de France de A à Z. Hein. Ah oui, là, Non, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui nous retrouvent seulement aujourd'hui. Alors, on ne va pas résumer, tant pis. Hein. On a décidé qu'on commençait à A comme Anctil, on s'arrêtait à Z comme Zultmek. Tous les jours, on fait le maillot du jour. le maillot du jour. Hein, bon, alors, Ce qui nous donne la lettre du jour, d'ailleurs, ce qui pour nous donne ceux la qui sont lettre du jour. perspicaces. Alors aujourd'hui, c'est la lettre J. Alors J, on l'a compris, on en parlera à la fin pour le maillot, comme japonais, J comme Jalabert, J comme jour de repos, J comme Janssen. Hein, c'est ça? On commence par lequel? On tire au sort? On prend Jalabert, On prend Jalabert. c'est l'actualité. Jalabert, on a eu l'occasion de parler d'Arrigade, on aurait pu parler d'Esclassan, la lettre E d'ailleurs, pour parler des sprinteurs français, notamment ceux qui ont porté le maillot vert, qui ne sont pas si nombreux. Guimard d'ailleurs en fait partie. Eh bien, Jalabert, Laurent Jalabert, qui a déjà eu ce maillot vert, donc celui de meilleur sprinter, est aujourd'hui le modèle du coureur français qui peut ramener le maillot vert, qui sait prendre des risques, parce que être un sprinter, ça veut dire ne pas hésiter à prendre des risques, parce qu'il y a des chutes dans les sprints. Quelquefois, on se fait mal quand même. Et Jalabert, c'est l'exemple de ce coureur qui a du tempérament, qui d'ailleurs n'est pas du tout un mauvais grimpeur. Hein. C'est un coureur assez complet, mais je crois qu'il a choisi pour sa carrière d'être sprinter en quelque sorte. On ne peut pas non plus. Je crois qu'il n'a quand même pas les qualités pour être un vainqueur du Tour de France. Il faudrait qu'il soit un meilleur rouleur notamment. Mais tout de même, c'est un très beau champion. On est content de Et pour l'avoir. être un bon sprinter, si je voulais être vulgaire, j'ai envie de dire, il faut être gonflé. Oui, il faut être gonflé, c'est ça. C'est-à-dire, quand je dis il faut pas avoir peur d'aller frotter, parce qu'il faut savoir que dans un sprint, ça ne se voit pas bien. Les nouvelles images maintenant d'hélicoptères arrivent à le montrer, mais il faut savoir qu'il y a des tirages de maillots, qu'il faut jouer des coudes. On passe quelquefois en jouant des coudes, en se baladant un peu, en baladant son vélo, ce qui est interdit, mais c'est toujours à la limite. C'est très dur pour un commissaire de voir à quel moment on doit déclasser un coureur. Donc vous savez, c'est comme en football, vous avez le droit de balancer un autre joueur d'un coup d'épaule, à condition que vous ne mettiez pas les mains. Dans le cyclisme, on n'a pas le droit de balancer un coureur d'un coup d'épaule, mais on peut un peu frotter, ça fait partie de la course. À la lettre C, on parlait de chutes, il y a eu 2 ou 3 chutes spectaculaires de sprint. Notamment celle d'Abdou Zaparov à l'arrivée à Paris. On passe à Janssen tout de suite quand même? Oui, Yann Janssens, oui, c'est un coureur qui n'est pas très connu. Des lunettes, hein, ça Voilà, c'est un coureur qui avait des lunettes, ce qui en fait effectivement fait qu'on s'en souvient tout de même. Janssens, c'est surtout l'exemple d'une victoire très courte, puisqu'ils étaient 3, autant que je m'en souvienne, cette année-là, qui était en 68. Ils étaient 3, Gimondi, Janssens et Poulidor, qui quasiment jusqu'au dernier jour, dans le contre-la-montre, pouvaient encore gagner le Tour de France. Probablement l'année, à mon avis, où Poulidor aurait vraiment pu l'accrocher, le Tour. Et Janssens a gagné grâce à ses qualités de rouleur. Il a gagné ce Tour de France. Et c'est vrai que le Tour de France, par la suite, a été gagné avec de faibles écarts. Mais c'est rare qu'il y ait 3 coureurs, comme c'était le cas. Après, il y a eu de faibles écarts. On a déjà évoqué Fignon-Lemon, évidemment, qui reste aujourd'hui l'écart le plus faible. Et autrement, c'était Janssens qui le détenait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Tour de France, ça se joue aussi au millième de seconde. Et une anecdote, les 12 années que j'ai passées au Tour de France, je préparais le règlement particulier du Tour de France. Et j'avais introduit dans le règlement le fait que l'on puisse départager celui qui devait porter le maillot jaune en cas d'ex-aequo, non pas avec des points qui étaient donnés en fonction de la place de l'arrivée, pas les points du maillot vert d'ailleurs, qui correspondaient aux places. J'avais introduit le fait qu'on puisse départager les coureurs avec les millièmes comptabilisés dans les contre-la-montre et notamment dans le prologue. Car c'est souvent un problème. J, alors là, nous, pendant cette émission, ça n'existera pas, mais au Tour de France, ça existe, jour de repos. Ah oui, c'est important. Et il court. Ben oui, voilà, c'est à la fois paradoxal mais important. C'est important qu'il y ait des jours de repos pour décompresser. Et en même temps, il faut impérativement rouler le jour de repos. Il y a la fameuse anecdote du Méchoui avec Jacques Anquetil, un jour de repos en Andorre, où Poulidor, là, cette fois-ci, a failli enfin vaincre Anquetil, puisqu'il était vraiment en perdition le lendemain, dans le port d'Envalira. Puis Anquetil, sachant souffrir, sachant prendre des risques, a su revenir et même prendre du temps ce jour-là sur Raymond Poulidor. Mais le jour de repos, c'est quelque chose d'important, où encore une fois, il faut décompresser et en même temps continuer à rouler. Donc rester dans la course. C'est le jour aussi où vous aimez bien se faire des blagues entre un peu les coureurs, je crois. C'est plutôt le dernier jour, les blagues. C'est plutôt dans la dernière étape. On en parlera peut-être à la dernière émission. Je vous ferai peut-être une blague, je ne sais pas. Le maillot du jour, ça va nous permettre de dire J comme japonais, en fait. Hein. J comme japonais. Alors, les japonais dans le Tour de France, il n'y en a eu qu'un jusqu'à présent. Il n'y en a eu qu'un. C'était la suite d'ailleurs de leur participation au Tour de l'Avenir 1983.
Et quelques coureurs japonais sont passés professionnels. Aujourd'hui, il y en a encore peu. Il faut savoir que les coureurs japonais sont excellents sur la piste, notamment dans le keirin. Ils viendront, à mon avis, sur le Tour de France. Ils y viendront comme les Colombiens sont venus. Il faudra qu'ils deviennent des routiers plus que des pistards. Et puis, les Japonais, surtout, sont très présents à travers la télévision japonaise. Ça, c'est important. C'est la mondialisation du Tour de France. Et depuis les années 80, nous avons la télévision japonaise. Et les Japonais sont passionnés par l'événement que constitue le Tour de France. Et physiquement, c'est impressionnant, ils sont tout petits, vraiment tout petits. Hein. Comme les Colombiens. Oui, comme les Colombiens. Ouais. Donc, pas d'anecdote sur le maillot japonais. Sur le maillot, il n'y a pas d'anecdote particulière. Je crois que chacun le reconnaît. À part qu'il est beau. Le soleil levant. Ouais. Ça, ça fait partie encore de votre collection. Xavier, demain, nous serons à la lettre K. C'est ça? Oui. Ouais, on parlera de la Suisse, si ça se trouve. Tiens, pourquoi pas, je m'en doute moi. À demain, le Tour de A à Z. Merci Xavier. À demain. C'est parti pour une étape supplémentaire dans le Tour de A à Z avec Xavier Louis. Xavier, bonjour. Bonsoir. Nous sommes à la lettre K. Alors là, il y a des noms qui évoquent plein de souvenirs, parce qu'on va parler de Koblet, Kubler, après Kuiper, par exemple. C'est très suisse tout ça. C'est très suisse tout ça. Hein. Ah oui, il y a quand même des grands Kuiper, non, mais Koblet, Kubler, oui. Ouais. C'est tout de même resté. Et puis c'est des noms qui évoquent voilà. plein de souvenirs aussi, ça. Hein. Alors peut-être un petit peu trop, il ne faudrait pas qu'on fasse trop non plus du tour souvenir, le tour avec le rétroviseur, mais en même temps, Koblet c'est d'actualité. C'est d'actualité parce que c'est un formidable exploit contre la montre. Donc on gagne un Tour de France contre la montre, ça c'est vrai, il faut être un très grand rouleur, on l'a déjà dit. Koblet c'est un exploit dont Jacques Godet dit que pour lui c'est le plus bel exploit qu'il ait vu sur le Tour de France. Koblet, c'est ce coureur qui, ça devait être en 1951, une étape qui était dans la région que nous connaissons bien, c'est-à-dire entre Brive et Agen, a réussi à prendre 2 minutes au peloton, un peloton déchaîné derrière lui, et il les a gardés. C'est resté, Jacques Godet dit que c'est le plus grand exploit qu'il ait jamais vu sur le Tour de France. Et Koblet, c'est l'élégance. C'est un coureur qui avait cette grande élégance, qui plaisait beaucoup aux femmes, bien sûr, qui se recoiffait quelquefois avant même de franchir la ligne, toujours après en tout Pour cas. les photographes. Toujours. Anquetil faisait ça aussi. Hein. Anquetil aussi, mais moins. C'est plus, on garde plus l'image de Koblet vrai. qui avait toujours le peigne dans sa poche. Anquetil avait le peigne dans sa poche, mais Koblet, lui, toujours le sortait avant la ligne d'arrivée. Et c'est vrai que c'est resté une très belle image quand même du vélo. C'est important le physique d'un coureur, c'est vrai. Il y en a qui ont été desservis par leur physique. Et le beau champion, comme on dit, ça compte aussi. Kubler. Kubler, c'était le grand ennemi, en fait. C'était les frères ennemis. Ah oui, dans l'équipe suisse. Le manager de l'équipe suisse, qui a été longtemps le manager chargé de l'hébergement dans le Tour de France, qui s'appelait Alex Burtin. Alex Burtin m'a souvent raconté des anecdotes incroyables entre Kubler et Koblet. Ils ne pouvaient vraiment pas se voir. Ils n'étaient jamais dans la même chambre. Quand l'un voulait de la viande, l'autre voulait du poulet. Enfin, c'était vraiment, en plus, chacun avec des caprices de stars, les deux. Et ça, c'est une chose qu'on a retrouvée avec Anquetil Poulidor, la rivalité au sein d'une même équipe, qu'on a retrouvée en Italie aussi. On se souvient de Saroni Moser. Enfin, ça fait aussi partie de la légende. Hinault Fignon. Imaginez qu'on ait eu l'équipe de France à l'époque, Hinault Fignon, et les problèmes que ça aurait posé. Donc ça fait aussi partie un petit peu de la légende du Tour, c'est les rivalités internes. En précisant une chose, il n'y a pas dans le Tour de France, il y a très peu d'exemples d'ennemis. Vraiment, il y a des rivalités, il y a peu d'exemples d'ennemis dans le cyclisme. Ça, c'est une chose qu'on malheureusement trouve dans d'autres sports. Mais d'ennemis vraiment qui s'en voulaient à mort, ça n'existe pas dans le cyclisme. Alors le maillot du jour, et je précise bien que nous sommes à la lettre K et non pas à la lettre C, c'est le maillot de la Corée. On a triché un petit peu, oui, ça, parce que dans la langue, c'est Coréa, avec un K. Donc avec un K. Alors c'est la Corée du Sud. Et la Corée du Sud, c'est étonnant de le trouver là. Eh bien, si j'ai ce maillot, c'est parce que les Coréens sont venus disputer un Tour de l'avenir. Et là encore, comme les Japonais dont on a parlé, je pense que les coureurs coréens, on l'a vu dans d'autres sports, et notamment depuis qu'ils ont organisé les Jeux Olympiques, les coureurs coréens viendront aussi dans le cyclisme, avec des qualités qui aujourd'hui sont des morphologies plutôt de pistards. Vous savez, on en revient toujours quand on parle des petits gabarits, que ce soit les Colombiens, que ce soit même certains Espagnols, ou les Japonais, et les Asiatiques. Il y a un problème toujours de longueur de fémur, on y revient quand même, c'est que leur morphologie physique fait que
ils ont plutôt des petites cuisses en quelque sorte et pas des longs fémurs, donc des bielles, des petites bielles, donc ce sont des petites manivelles et des petites cylindrées comme on dit dans le vélo. Ça veut dire un peu comme, je sais pas, comme au rugby, suivant la morphologie, le physique, on va le mettre à telle ou telle place. Dans le cyclisme, on se rend compte un peu, en regardant l'athlète, ce qu'il sera plutôt dans le peloton, plutôt un coureur, plutôt un sprinter. Je vais vous révéler quelque chose. C'est ce que m'a raconté Ludwig. Dans les pays de l'Est, souvent on déterminait vers 10-14 ans le sport vers lequel on allait orienter tel ou tel jeune. Et effectivement, on part de ce type de critères. Celui qui est plutôt grand, ben on va l'envoyer sur le saut en hauteur ou sur le basket. Celui qui effectivement a des longs fémurs, des reins solides, un cœur qui bat lentement, on va plutôt l'envoyer sur le cyclisme. On ne pourrait pas aller trop loin dans ce type de sélection, mais ça existe. C'est une chose qui a existé en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a des prédispositions, c'est évident. Xavier, très bien, on se retrouve demain. Et demain, nous serons à la lettre L et non pas à la lettre D. Mais vous comprendrez pourquoi je dis ça demain. À demain. À demain. Ça y est, c'est parti. Le tour de A à Z avec Xavier Louis, comme tous les soirs. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à la lettre L, mais on pourrait presque revenir à la lettre D, parce que la lettre L, j'ai le blanc, comme Jean-Marie, j'ai l'évitant comme Félix. Bon, on va forcément parler de la ligne d'arrivée de L comme Lemon, mais comme directeur sportif surtout, hein, le blanc. Comme directeur du Tour. Et directeur du Tour, pardon, oui. Parce que ce n'est pas un mot inventé pour faire plaisir à quelqu'un, directeur du Tour. Hein. C'est vraiment un boulot qui doit prendre, quoi, 12 mois sur 12 ? Ben oui, parce que très souvent, on me demandait, ah, vous êtes directeur du Tour, mais qu'est-ce que vous faites en dehors du mois de juillet ? J'ai l'impression que c'était comme ça une vacation pour les mois de juillet. Alors, il faut savoir, c'est que le directeur du Tour, bien sûr, ça c'est ce que tout le monde voit quand il est dans la voiture avec son drapeau rouge, qui donne les ordres, qu'il est le patron de cette caravane, vous êtes le grand amiral, en quelque sorte. Vous avez la responsabilité à la fois de la régularité sportive et de la sécurité de l'ensemble de la caravane. Mais le directeur du Tour, c'est lui qui commence par tracer l'itinéraire du Tour. C'est sa responsabilité. C'était celle de Félix Lévitan, c'est celle aujourd'hui de Jean-Marie Leblanc. Eh bien, ça, c'est une grosse responsabilité. C'est un metteur en scène. C'est quelqu'un qui doit veiller à préserver le suspense du Tour de France, l'équilibre entre les étapes de plaine, étapes de montagne qui ne doivent pas arriver trop vite, le choix du sens de la course, est-ce qu'on commence par les Pyrénées, par les Alpes, à quel moment on place les contre-la-montre, de quelle distance, là aussi pour ne pas être accusé de favoriser un tel ou un tel. Et puis il y a toute la responsabilité de l'organisation, on a déjà parlé de l'hébergement, mais tout l'aspect sportif, chaque étape est vue dans une réunion hebdomadaire, on détermine les côtes, les sprints intermédiaires, le règlement particulier du Tour de France. Il arrive qu'on change une arrivée, c'est le directeur du Tour qui en dernier ressort dit il ne faut pas arriver là, il faut arriver 300 mètres plus loin, ou il faut dériver puis tout ce qui concerne l'accueil de la presse. Donc tout cela, c'est un travail qui demande bien sûr 12 mois sur 12 avec toute une équipe, en sachant aussi que la Société du Tour de France, que le directeur du Tour, c'est aussi le directeur de Paris-Roubaix, du Tour de l'Avenir, de Paris-Tour, d'autres courses, le Critérium international de la route, et donc il y a très largement de quoi s'occuper. Il y a 50 personnes à la Société du Tour de France, à plein temps. Au moment du Tour, bien sûr, il y a à peu près 300 vacataires supplémentaires pour organiser l'ensemble de la course. Bon, on a compris que c'était un titre, mais que c'était aussi une fonction importante de directeur. C'est une fonction d'organisateur. D'organisateur. Alors, ligne d'arrivée ou Lemon ? Allez, Lemon, tiens. Lemon, moi j'ai un faible pour Greg Lemon, je le dis. Quand on est directeur du Tour de France, on ne doit pas avoir de favori. Et je n'avais pas de favori. Des fois, j'avais un favori qui n'était plutôt pas un Français, parce que je me disais que pour l'avenir du Tour de France, il valait mieux que ce soit un étranger qui gagne. Et Bernard Hinault ne m'en voudra pas, mais quand il était en face de Greg LeMond, quelque part, j'avais plutôt envie que ce soit Greg LeMond qui gagne le Tour de France. Il l'a fait d'ailleurs. Et c'est vrai que Greg LeMond, marque pour moi ce nouveau cyclisme, que j'ai appelé le nouveau cyclisme, parce que c'est un coureur qui a apporté une certaine décontraction, un certain recul par rapport au vélo. L'image du coureur cycliste, c'est vrai, est un petit peu le coureur, je ferai mieux la prochaine fois, je suis content d'avoir gagné, coureur qui ne savait pas s'exprimer, qui était aux ordres de son manager, de son directeur sportif. Eh bien, Greg LeMond, c'est tout à fait une autre conception du vélo. On lui reproche aujourd'hui, au fond, un certain laxisme en quelque sorte. De dire, moi je suis capable de manger ce qui me fait plaisir, de m'entraîner comme j'ai envie de m'entraîner. C'est un coureur qui pense beaucoup à ce qu'il fera par la suite. Je me souviens de conversations avec Greg LeMond me disant, moi dès que je m'arrête, je veux reprendre mes études parce que j'ai un peu de retard par rapport à ma femme.
Elle est plus en avance que moi sur ce plan-là et je veux reprendre mes études. C'est intéressant, c'est un coureur qui est très attachant. C'est peut-être aussi le fait qu'il a failli mourir, il était un vrai accident aussi. très très grave, C'est vrai donc aussi. ça va lui permettre de poser un regard Mais différent. c'était avant, là, d'ailleurs. Oui, C'était justement. avant déjà qu'il avait cette façon de voir les choses. Et ceci étant dit, ça reste un grand champion, parce que c'est un corps très intelligent, qui pige très bien la course. Plein d'humour, Et toujours souriant, en surtout. particulier. Toujours souriant, mais aussi business, c'est-à-dire c'est un Américain. Ah oui, oui, ça fait partie du travail des Américains. Coureur un petit peu business aussi. Lemon, alors, ligne d'arrivée, on va enchaîner en même temps avec le maillot du jour, parce que maillot oui, vert, c'est maillot important, connu, quoi. c'est le deuxième maillot du Tour de France. C'est Pardon, le je mets ligne d'arrivée, je mets un S à ligne d'arrivée. ligne. Il y en a deux, j'ai vu. Oui, alors en fait, à ligne, il faudrait mettre un S. Oui, à ligne, il faudrait mettre un S parce que quand on dit la ligne d'arrivée, il a franchi la ligne d'arrivée. Il faut savoir que concrètement, sur la chaussée qui est en macadam Il y a deux gris, lignes, oui. disons, Il y a deux on lignes pose en fait deux lignes blanches que l'on colle. Et c'est la ligne qui est entre les deux, c'est-à-dire ce qui reste, le noir qui apparaît à ce moment-là, qui est la ligne d'arrivée et qui sert à la photo finish. On place la photo finish bien en face de cette ligne, mais c'est donc une double bande blanche en fait, c'est pas une ligne blanche, comme on trace quelquefois à la craie dans les petites courses. Dans les petites courses. Alors le maillot vert, c'est important. Le maillot vert, c'est celui qui en fait gagne par points. Jacques Chaban-Delmas disait toujours que c'est lui qui avait inventé le maillot vert parce que quand il était tout jeune à l'île d'Oléron, il aime bien raconter cette anecdote au soir du Tour de France à Bordeaux. Il était étalé avec l'auto. Il explique toujours, c'est l'ancêtre de l'équipe. Avec l'auto, et comme il était un fanatique de Pélissier, et que Pélissier ne pouvait pas gagner le Tour de France parce qu'il grimpait très mal, il avait donc fait un classement qui consistait à mettre des points aux coureurs, et comme ça, Pélissier gagnait le Tour de France avec les points. Et puis c'est resté le maillot vert. Enfin, c'est une anecdote, mais qui a une part de vérité. C'est vrai, quand on regarde le peloton passer, on cherche le maillot jaune, c'est sûr, on l'applaudit, mais on aime bien le maillot vert. Je l'ai mis aujourd'hui, c'est pour ça. Xavier, on se retrouve demain, tiens, pourquoi pas, dans le Tour de Hase. À demain, Xavier. À demain. Ça y est, c'est parti, le Tour de A à Z avec Xavier Louis, comme tous les soirs. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous qui avez bien suivi toute cette période, est-ce que pendant cette période, souvent l'ère Merckx, j'allais dire, est-ce qu'il a effectivement écrasé certains coureurs qui auraient pu devenir des champions s'il n'y avait pas eu Merckx? Forcément. Oui, on pense à Zoetemelk. Ouais. Je crois que Zoetemelk est un petit peu oublié parce que c'est un coureur qui a été dans l'ombre de Merckx et c'était un très grand champion, Zoetemelk. Très méritant, très grand champion. Poulidor aussi. Poulidor, il n'a pas eu de chance. Il a eu Anquetil, puis il a eu Merckx. Et au fond, le seul qui a su se débarrasser de Merckx, c'est Bernard Thévenet. Mais Merckx, ça reste, comme on dit dans le vélo, Monsieur Merckx. Quand d'un coureur, on commence à dire Monsieur X, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment la marque du champion, de celui qui domine sa génération. Il courait avec ses jambes, avec sa tête, avec des bonnes équipes. Il savait tout faire, c'est un athlète tout court et il a eu effectivement des équipes extraordinaires, des gardes, la garde personnelle en quelque sorte. J'ai eu la chance de connaître effectivement plutôt sur la fin dans la course la façon dont ça fonctionnait, c'était impressionnant. L'équipe Molteni, la fameuse équipe Molteni. Merckx, c'est pareil, on pourrait sûrement faire plusieurs émissions avec Merckx. M comme Moser. Oui, Francesco Moser, il faut en parler parce qu'on a parlé des Italiens déjà. Et c'est vrai que Francesco Moser, alors là, c'est plus l'ère moderne aussi. Hein. On a parlé des fois d'ère moderne. Moser, c'est certes un coureur qui ne pouvait pas gagner le Tour de France, trop limité dans la montagne. Mais Moser, c'est l'exemple même de la préparation extraordinaire, préparation scientifique de l'athlète. On l'a vu avec son record de l'air. On a vu d'ailleurs qu'il s'est bien conservé, puisque tout récemment, il était capable de battre son propre record, ce que je trouve extraordinaire, même si le vélo a progressé. Mais tout de même, il faut le faire, même avec un vélo meilleur que 10 ans auparavant. Moser, c'est un très beau champion. C'est l'exemple du très très beau champion. Moi, j'étais, pour tout dire, les années que j'ai passées dans le vélo, Moser fait partie de ceux, je vous dis, j'ai moins connu Merckx, c'est celui qui m'a le plus impressionné dans ces 3 Paris-Roubaix qu'il a gagné à la suite. J'avoue que j'ai des souvenirs extraordinaires, fabuleux, de Moser sur les pavés. Il y a un instrument qui est lié au Tour de France, c'est l'accordéon. Alors j'ai envie de faire un mauvais jeu de mots. Il y avait le bal musette, mais le bal des musettes. Oui. Quand on voit Belle image. c'est un vrai bal, ça court. Ça Oui, c'est même dangereux. Hein. M comme musette, oui. Oui. Expliquez-nous ce Alors, ravitaillement. la musette, c'est ça, c'est ce qui permet de ravitailler le coureur en cours d'étape. Donc on lui tend une musette, c'est un travail, il faut savoir qu'il ne faut jamais courir contre le coureur, comme j'ai vu faire dans des Tours de l'avenir des équipes qui étaient inexpérimentées. Alors, ils couraient à la rencontre du coureur, vous voyez, pour lui tendre sa musette. Et on avait le peloton par terre. Ouais. Et alors en fait, il faut courir dans le même sens et donc le passer au vol à ce moment-là. Il y en a qui sont tout à fait des arts de la voltige.
Mais quelquefois, la musette, quand les coureurs, ce qui est dangereux, c'est quand les coureurs se débarrassent de la musette, parce qu'ils se dépêchent de tout mettre dans la poche du maillot, et puis ils jettent la musette. Et avec le vent, il arrive que la musette revienne dans le dérailleur, et on a eu souvent des accidents de ce fait. Et puis il y a aussi au moment de la prise de musette, les coureurs, les petits malins, les équipes qui ont prévu le coup, quand l'étape n'est pas trop longue, ou qui en ont mis suffisamment dans leur poche dans un premier ravitaillement, qui ne s'arrêtent pas, qui attaquent, qui flinguent, comme on dit, qui flinguent au moment du ravitaillement. Ça, c'est extraordinaire. Alors là, on vit à ce moment-là dans la course, tout de suite, tout le monde se réveille, et ça part dans tous les sens, c'est la panique. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la musette? Des barres vitaminées, une Alors orange, ça a évolué, citron, du ça a sucre, du évolué. sel, Effectivement, on n'en est plus à l'époque de la cuisse de poulet, comme il y avait, ou des tartes aux fruits. Maintenant, ce sont principalement des barres avec des céréales. Et puis, il faut savoir aussi que comme les ravitaillements maintenant en boisson, et en fait en boisson, on ne vérifie pas ce qu'il y a dans les bidons, sont autorisés pendant toute la course, on sait très bien qu'il y a des aliments quasiment qui sont transmis pendant la course. Le ravitaillement a perdu un peu de son intérêt quant au contenu, mais ça reste un très beau spectacle. Avec du sucre aussi, hein, parce que je me rappelle que Fignon, en citant une marque un peu noire, sucrée américaine, a dit « j'ai gagné le Tour de France à cause de cette marque ». Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin... On peut gagner avec autre chose aussi. Il y a peut-être, il y a un autre mot que je veux qu'on évoque, M comme Mavic. Oui, parce que rapidement, beaucoup de gens qui connaissent moins le Tour de France voient souvent Mavic et une voiture marquée Mavic. Alors Mavic, c'est une marque de jantes d'ailleurs, de vélo, ce sont des accessoires comme Campagnolo, puisqu'on cite des marques, mais la voiture Mavic, c'est la voiture qui est devant le peloton, qui permet tout de suite d'assister les coureurs qui s'échappent avant que leur directeur sportif ne vienne, et donc qui peut leur donner une roue. Dès qu'il y a 30 secondes, on donne consigne, donc il y a assistance de la voiture Mavic. La voiture se laisse glisser derrière l'échappée. C'est ça le rôle de la voiture Mavic. M comme maillot, M comme Mexique, le maillot du jour. Oui, on avait parlé d'Alcala au tout début de l'émission, de nos émissions. Eh bien, voilà le maillot d'Alcala, quand il était venu sur le Tour de l'Avenir, le maillot de Mexico, l'équipe du Mexique. C'était pas le chanteur de Mexico, là c'est quoi? C'est le grimpeur de Mexico, on peut dire? On ne sait pas, on verra bien. Oui, c'est un grimpeur. Ah oui, c'est pour ça, oui. Xavier Louis, merci. On se retrouve demain, le Tour de A à Z. Vous continuez à prendre des notes, on fera peut-être un jeu après cette émission, on ne sait jamais. Prenez bien les notes. À demain. À demain. Et vous êtes là, comme tous les soirs, pour le Tour de A à Z. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez vu, Xavier, on a changé de décor aujourd'hui parce qu'on attaque la deuxième partie. C'est la journée de repos un petit peu. Oui, un peu. Après, oui. on reprend le tour. On fait 26 étapes, hein, comme les 26 lettres de l'alphabet, et aujourd'hui, on entame la descente vers la lettre Z. Alors, on continue tranquillement. Hein. Nous en étions où? Nous en étions à la lettre N. N. Eh oui, N. Comme, alors, j'ai mon petit papier comme d'habitude parce Oui. que vous connaissez mieux le Tour de France que moi. Moi, j'ai nourriture, j'ai nuit, j'ai Nadjari, on dit oui. J'ai Nadjari, oui. Nouveauté pour le classement, par exemple. Mais j'ai nourriture en 1. C'est vrai que la nourriture, c'est quelque chose de très important. Il y a plein de choses à dire sur la nourriture, sur le Tour. Alors, une petite anecdote. Récemment, on me demandait, mais comment font les coureurs, sachant qu'ils allaient s'arrêter à Sarlat? On me dit qu'ils allaient s'arrêter, c'est ça, on pensait qu'ils allaient s'arrêter, c'était à mi-course, on me dit, ils vont s'arrêter déjeuner à Sarlat. Je dis non, dans un Tour de France, on ne s'arrête pas, on ne casse pas la croûte en cours de route. On emmène des musettes, on en a parlé dans une émission récente, et en fait, il faut savoir que les coureurs mangent peu sur un vélo, c'est évident, c'est difficile quand on fait un effort. Ils ont aujourd'hui d'ailleurs des boissons énergétiques, hein, puisque le ravitaillement en bidon, comme on dit, plus qu'en boisson, est autorisé. Ils ont dans les poches des... on n'en est plus aux cuisses de poulet, aux tartelettes, oui, bien sûr, oui. L'époque de Anquetil Bobet, on était encore la cuisse de poulet, les tartelettes, le miel beaucoup. Maintenant, vous savez, c'est tout un système en petites portions qui est très facile à avoir dans la poche. Il faut savoir aussi, en revanche, ce qui est intéressant, c'est ce que mangent les coureurs pendant un Tour de France, le soir ou le matin. Alors le soir, c'est évidemment... il y a beaucoup de fourchettes, là. Le soir, énorme, c'est surtout en quantité, c'est extraordinaire. En quantité, ce sont des pâtes, des féculents d'une manière générale, les fameux sucres lents. Et puis de la viande, moins qu'à une époque. Il y a eu l'époque viande, c'était il y a une dizaine d'années, maintenant c'est un petit peu moins, c'est plutôt les pâtes. Et puis le matin, il faut savoir que le matin, les coureurs font un véritable repas. Le petit déjeuner est un véritable repas qui doit être ingéré plus de 3 heures avant le départ de la course, sinon ça reste sur l'estomac. Et ce qu'il faut savoir aussi, contrairement à une idée reçue, le vin est tout à fait autorisé pour un coureur. Et récemment, justement, le docteur Porte, venant à Bergerac, expliquait l'intérêt de l'apport vitaminique, d'ailleurs, du vin rouge notamment, pour les coureurs cyclistes, bien sûr sans abuser, c'est toujours la règle, ne pas abuser, mais un petit peu, c'est pas une mauvaise chose. Voilà, donc ce sont des repas surtout très riches en quantité,
et puis relativement équilibré, sans excès de, Oui, il y a la de tel ou diététique tel. quand même qui rentre en Bien ligne de sûr. compte là. Bien Ouais. sûr. C'est-à-dire Mais que surtout les quantités, parce qu'il faut savoir qu'il y a un besoin calorique énorme après une course. sinon, il y a le coup de barre, le coup de pompe, C'est surtout jambes- le lendemain en fait, parce que ce qu'il faut savoir aussi, que ce qui est important, c'est pas ce qu'on mange pendant l'étape Ouais, ouais. ou juste avant, c'est ce qu'on mange la veille. Le carburant qu'on met dans la machine. Voilà, quoi. c'est la veille, ce qui compte, c'est le repas de la veille au soir. Ce qu'on appelle la fameuse fringale, là, ça À la coupe les fringale, jambes, c'est là. quelque chose qui existe, dramatique. mais pratiquement quand elle survient, c'est trop tard. Bien sûr, il faut manger à ce moment-là, mais le temps que ça revienne dans l'organisme, que ça remette le moteur en route, il y a un petit délai qui généralement est rédhibitoire pour celui qui en est victime. Alors, dans mon petit pense-bête, vous étant la pensée, bien sûr, et moi la bête, j'ai marqué nuit. J'ai marqué nuit. Alors nuit, oui, parce que on a eu l'occasion de dire déjà qu'un Tour de France, ça se gagne dans la montagne, ça se gagne contre la montre, ça se gagne dans les descentes aussi, et puis ça se gagne la nuit. Alors c'est paradoxal, oui, ça se gagne parce que il faut du sommeil. Dans un Tour de France, il faut bien récupérer. Et c'est important que les coureurs bénéficient d'un temps de sommeil important. Quand on dit sommeil, d'ailleurs, c'est plus un temps de repos qu'un temps de sommeil, parce que le coureur ne dort pas 12 ou 14 heures. Ce qu'il y a, il est très, très tôt dans sa chambre. Souvent, ils écoutent de la musique, ils regardent la télévision, ils lisent, mais ils se reposent, ils se détendent. Et puis, bon, il faut quand même un minimum de vrai sommeil. Et donc que ça se passe dans de bonnes conditions. C'est pour ça qu'on a parlé de l'hébergement, de la nécessité d'avoir un hébergement au calme, au maximum, et qu'évidemment les coureurs ne soient pas perturbés pendant leur sommeil. Et on a dit que les fiancés, les femmes, ne venaient pas voir le coureur. Tout à fait interdit pendant les courses cyclistes. Très bien. Nadjari, ah oui, Nadjari. Là, c'est un nom qui résonne bien. ça. Mustapha Nadjari. Mustapha Nadjari. Mustapha Nadjari. C'est peut-être bizarre de le trouver aux côtés de Coppi ou de Bobet ou d'Indurain. C'est pour montrer qu'il y a tout de même le continent africain et on peut se poser la question, pourquoi n'y a-t-il pas de grands coureurs africains, puisque dans les autres sports, je pense à l'athlétisme, il y a de très grands champions, le marathon, les 1500 mètres, etc. Enfin, même maintenant les sprints, les coureurs africains sont vraiment très présents sur la scène du sport en général. C'est vrai en football par exemple. Eh bien, là on se pose la question, alors est-ce que c'est un problème de préparation, est-ce que c'est un problème de climat? Certains l'avancent. Qui ferait que par rapport au sport cycliste, on aurait du mal à avoir notamment au niveau de l'Afrique noire de grands champions sur des courses de fond, puisque même sur des sprints, on arrive à en trouver quelques-uns, mais ils sont encore très rares. Alors l'exemple de Nadjari est intéressant. Il y a Usaf, on y reviendra peut-être à la lettre Z, mais Nadjari, c'est tout de même un cas intéressant. C'est un coureur qui aurait pu passer professionnel, qui avait les qualités pour passer professionnel. Il a été très brillant dans le Tour de l'Avenir. Il a porté notamment le maillot blanc qui était celui du meilleur jeune, et il y a un souvenir extraordinaire de Nadjari. Toute l'équipe du Maroc était arrivée à Divonne-les-Bains où avait lieu le départ, et bon, on savait que c'est une équipe relativement faible en dehors de Nadjari, et le directeur sportif de l'équipe me dit simplement, oui, c'est une bonne équipe, ils sont sympathiques, le problème c'est que nous sommes en plein ramadan, et donc ils ne se sont pas beaucoup nourris depuis quelques jours, et je crois qu'ils aient du mal au début, d'autant qu'il y avait les soviétiques, il y avait les colombiens. Évidemment, ça n'a pas amusé du tout dans la première étape où il y avait d'ailleurs de la montagne. Toute l'équipe marocaine a dû abandonner, sauf Nadjari. Et le lendemain, il y avait un contre-la-montre par équipe. Nadjari, porteur du maillot blanc, parce qu'il l'avait gagné en plus, a fait le contre-la-montre seul, fameux contre-la-montre par équipe tout seul, ce qui m'a amené à modifier le règlement des contre-la-montre par équipe, notamment pour le Tour de France aussi, pour le cas où justement il n'y ait pas le nombre requis, puisque le temps est pris sur le xème homme quand il y avait un seul coureur. Alors, vous me parlez de règlement, on en vient aux nouveautés dans le règlement en faisant vite, parce que je vois que le temps passe très très vite encore aujourd'hui. Alors, quelles sont les nouveautés dans le règlement? Alors, les nouveautés, ce qu'il faut simplement dire, c'est que le Tour, il y a eu toute une période, et j'en assume un petit peu la responsabilité avec Félix Lévitan et Jacques Godet, où nous avons inventé beaucoup de classements. Il fallait trouver à la fois des animations, c'était aussi par rapport aux sponsors, disons-le. Donc on a inventé un tas de maillots dont on aura l'occasion de reparler. Et puis il y a maintenant une ère de simplification, on a supprimé toutes les casquettes jaunes, vertes, etc. On a supprimé les maillots violets, rouges, enfin il reste juste jaune, vert et blanc à pois. Donc il y a peu de nouveautés sur le plan réglementaire. Je pense qu'il faudra à un moment revenir quand même à réinventer certains prix.
On le fait à l'occasion du Tour de France, d'inventer un prix ici ou là, mais c'est vrai qu'en termes de nouveautés réglementaires, il y en a eu peu, il y a eu plutôt une simplification depuis quelques années. Alors à propos de maillot, la tradition du jour, le maillot du jour. Le maillot du jour, eh bien, puisqu'on a parlé de Mustafa Nadjari, bien que nous soyons à la lettre N, comme Norvège, je n'avais pas le maillot norvégien, j'ai donc proposé qu'on remette le maillot du Maroc, en hommage donc à Mustafa Nadjari, en espérant que ça porte bonheur au continent africain, qu'il vienne bientôt, qu'il soit mieux représenté sur le Tour de France. Il est simple, mais très très beau. Xavier, on se retrouve demain pour le Tour de A à Z. Vous prenez les notes en même temps, parce qu'on ne sait jamais, on fera peut-être un concours un jour. Hein. À demain. À demain. Nous en sommes à la lettre O. Bonsoir à tous. Bonsoir. Xavier. Alors moi j'ai lettre O, j'ai ouverture de la course, sans doute qu'on va parler de la caravane publicitaire. J'ai orage, conditions atmosphériques, ça m'amène à celui qu'on ne peut pas oublier à la lettre O, Ocaña. Oui, l'actualité d'ailleurs de ces dernières semaines, oui, nous amène à en parler. On parlera encore un petit peu plus avec une pensée pour Luis, parce que Luis Ocaña, beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas redire la même chose, le panache, l'exploit fantastique contre Merckx. Le duel avec Merckx, c'est quand même quelque chose d'important, c'est ce qu'il faut retenir. C'est quand même l'homme qui a, Ocaña, c'est celui qui a défié Eddy Merckx autant de sa splendeur. Et qui y est arrivé avec, en se défonçant, en se sortant les tripes, comme on dit, ça c'est toute l'image de Luis Ocaña. Moi j'ai une image plus personnelle de Luis Ocaña, c'est un séjour en Colombie. Nous étions là-bas sur une course colombienne, une sorte de Tour de Colombie, où il y avait d'ailleurs Fignon, Lemon, et il s'agissait au fond de convaincre les Colombiens de véritablement adhérer au cyclisme professionnel, de venir sur le Tour de France. Luis Ocaña, avec Eugène Le Tendre, nous avait rejoints. Et c'était un souvenir formidable. Je le revois dans les descentes de col, dans une espèce d'engin, dans la benne d'un engin, en quelque sorte, se tenant, s'agrippant aux côtés du camion, mais passant un moment formidable, étant évidemment très à l'aise, puisque au moins avec sa langue, il n'avait aucun problème pour converser en Colombie. Et grâce à cela, je dois dire, en fait, ce n'était pas innocent, il est venu aussi parce qu'il s'agissait de conseiller les Colombiens qui arrivaient dans le concert du cyclisme professionnel, et il est devenu leur directeur sportif. J'ai beaucoup encouragé cette évolution, cette chose-là, et j'étais content que Luis Ocaña participe ainsi à cette mondialisation. Il a joué un rôle très important pour aider les Colombiens à être un peu plus professionnels qu'ils n'étaient à l'époque. C'est-à-dire que Ocaña restera forcément dans l'histoire du cyclisme en général. Ah oui, il restera parce qu'il a écrit quand même les belles pages du Tour. Orsières-Merlette reste une des grandes étapes du Tour. Quand on cite les 5-6 grandes étapes de l'histoire du Tour de France ou des exploits du Tour, Luis Ocaña en fait partie. Je dirais que rien que cela. Il n'a gagné au fond qu'un Tour de France, mais il laisse un souvenir plus grand que d'autres qui, même à la limite, en ont gagné plusieurs. Et quand Merckx parle d'Ocaña, on comprend qu'il n'y a pas du tout de jalousie, parce que des fois, quelqu'un peut gagner un jour un peu par hasard, mais ce jour-là, ou cette année-là, c'est parce qu'il était plus fort. Quoi. Et Merckx lui rend hommage souvent. Merckx, oui, il rend hommage parce qu'ils se sont battus comme des chiffonniers, j'allais dire. Avec un grand respect mutuel. Hein. Voilà, oui, parce que deux champions se respectent toujours. J'ai eu l'occasion de dire que dans le vélo, il n'y a pas d'ennemis. Moi, j'ai pas d'exemple de coureurs vraiment qui cherchaient par exemple à se faire tomber, etc. Vraiment comme ça peut exister dans d'autres sports. C'est rare, vraiment, il n'y a pas de... Mais c'est occasionnel, je veux dire, c'est pas des coureurs qui se retrouvent, qu'on n'ose plus mettre ensemble dans un peloton. Et il y a un souvenir formidable aussi que racontent les coureurs, c'est un critérium où il s'était lancé un défi entre Ocaña et Merckx. Il s'était lancé le défi, l'un de dire « tu me laisses prendre 100 mètres et après tu ne me rejoins pas ». Et du coup, les autres coureurs se sont arrêtés, se sont mis sur les balustrades, ils les ont regardés tourner, ça a duré plus d'1 heure. Les spectateurs étaient complètement ravis. C'est resté un grand moment, et là on ne frimait pas, parce qu'on dit que quelquefois les critériums sont un petit peu arrangés. Ce ne sont pas des courses qui ont de l'importance, c'est plus une démonstration, c'est un spectacle. Mais là, ils ont véritablement fait la course ce jour-là. Alors, je vois conditions atmosphériques, orage. Oui, c'est vrai, on voit les coureurs beaux, bronzés, sous le soleil, mais c'est que des fois, il n'y a pas de soleil. Ça nous ramène à Ocaña, puisqu'on se souvient aussi de cette fameuse descente du col de Mainté, dans des conditions épouvantables. Il est important de dire que le Tour de France, à ma connaissance, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec Jacques Godet, et il a pu nous le confirmer, le Tour de France n'a jamais été arrêté à cause des conditions atmosphériques. Il y a eu très peu d'arrêts du Tour, vous le savez, des conditions un peu exceptionnelles, mais il n'y a jamais eu à cause de conditions atmosphériques. J'ai connu moi-même, en tant que directeur, ce problème en 1987, une étape qui arrivait à Toulouse, on a eu un orage très très violent, pratiquement 1 mètre d'eau sur la route à certains endroits. Il y a des images qui sont restées d'ailleurs. On voit les voitures véritablement qui étaient presque près de noyer le moteur.
Les coureurs, on a vraiment cru à un moment qu'on allait arrêter la course. On arrivait à Blagnac, je crois très précisément. Et finalement, on a réussi à passer. Donc le Tour, même dans les orages épouvantables en montagne, le Tour passe quand même avec des risques bien sûr accrus. On a sûrement d'autres anecdotes à raconter sur le mauvais temps au Tour de France, mais le temps passe vite. Oh, comme ouverture de la course, on revient à la caravane publicitaire, qui est toujours aussi le grand spectacle qui accompagne le Tour de France, ou qui précède le Tour de France. Oui, on a eu l'occasion de parler de la caravane publicitaire. Déjà, ce que je voudrais indiquer une chose, l'ouverture de la course, c'est intéressant de savoir comment ça se passe. C'est qu'en fait, il y a un véhicule de la gendarmerie qui ouvre officiellement la course. Et cela a une signification importante en termes réglementaires. Il y a un arrêté du ministère de l'Intérieur, qui donne au Tour de France, c'est quelque chose d'exceptionnel, l'usage privatif de la route. Vous vous rendez compte, la route, c'est un cas exceptionnel, encore une fois. Elle appartient la au Tour route de France appartient au Tour de France. Il y a un usage privatif de la voie publique. Et c'est l'ouverture de la course par la caravane publicitaire qui donne cet usage privatif jusqu'au passage de la voiture balai. Et c'est quelque chose qui montre en quoi le Tour de France est beaucoup plus qu'une course cycliste, c'est un véritable phénomène national. Oui, non, on le sait. On termine par le maillot du jour. Il est beau, il est violet. On revient à quoi? Au règlement aussi un peu. Oui, ce maillot violet me fait penser à quelque chose. Oui, on a parlé hier des nouveautés. Eh bien, c'était une des nouveautés que nous avions introduit à la fois dans le Tour de l'Avenir d'abord à titre d'essai, puis dans le Tour de France. C'est un maillot violet de la combativité. Alors, c'est un système par points. On était un petit jury fait de la direction de la course qui donnait des points aux coureurs qui avaient marqué leur combativité dans la journée. Puis ce cumul de points faisait qu'ils portaient au classement général donc de la combativité, ce maillot violet. Ça a eu beaucoup d'importance. On peut dire par exemple un coureur comme Christian Jourdan pourrait très bien vous en parler. Grâce à ce maillot notamment, dans le Tour de l'Avenir, ça l'a aidé à retrouver un employeur à un moment où il n'était pas certain de pouvoir continuer sa carrière chez les professionnels. Et ce maillot l'a beaucoup aidé, donc je trouve que c'était une bonne nouveauté. Je regarde la pendule, plus on avance dans l'alphabet, plus nos étapes sont longues. À demain, merci Xavier. À demain. Bonsoir. Bonsoir à vous, vous allez bien? Oui, puisque vous êtes avec nous comme d'habitude et comme chaque soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Aujourd'hui, on est à la lettre P. Alors, je ne sais pas où on va lire, mais j'ai P comme presse, j'ai P comme Peugeot, j'ai P comme peloton, parrain, podium et forcément Poupou. On en a oublié sûrement en plus parce que P, Pinjon, on pourrait parler de Pinjon, on pourrait prendre tous les vainqueurs du Tour. Poulidor, oui bien sûr, parce que... Là, il faudrait une émission entière. Là. Oui, c'est ce paradoxe extraordinaire de ce coureur attachant qui n'aura jamais porté le maillot jaune, même une journée. Vous vous rendez compte du nombre d'anonymes qui ont porté le maillot jaune au moins une journée? Eh bien, Raymond Poulidor, il est justement célèbre parce qu'il n'a pas porté ce maillot jaune. C'est extraordinaire. Exprès, la femme, mais on lui pose toujours la question. On lui dit, mais si finalement vous aviez porté le maillot jaune ne serait-ce qu'une journée, seriez-vous aussi populaire? Probablement non, parce qu'il y aura une tache au fond une tache jaune dans son palmarès et dans son histoire. Et c'est formidable, c'est ce garçon qui a le plus grand nombre de podiums. C'est pour ça que ça nous ramène à la lettre P aussi, comme podium. C'est lui qui était le plus souvent deuxième ou troisième du Tour, avec Zottmel qui est juste derrière. Et c'est aussi cette formidable histoire de Poulidor. C'est vrai qu'il aurait mérité de gagner le Tour. Je crois que maintenant, il y a prescription, on peut le dire. Mais il n'a jamais non plus dans une étape. Au niveau temps, à un moment donné, il n'avait pas le Tour de France, le maillot jaune. Jamais, mais non. Jamais. Ah si, en cours d'étape. En cours d'étape. Ne serait-ce que l'étape, le port dans le Val d'Ira. Voilà, le fameux jour où Anquetil avait perdu le maillot ce jour-là, grâce à la descente, à toute cette histoire. C'est-à-dire que si on avait changé, si on pouvait en cours de route, il avait perdu. Alors je voudrais rectifier d'ailleurs une erreur. J'ai dit qu'à la lettre J comme Janssen. Je n'osais pas vous le dire, mais nous avons eu même quelques appels téléphoniques. Et oui, bien sûr. C'est bien d'avoir d'ailleurs des spécialistes qui nous regardent. C'est intéressant, mais il faut faire encore plus attention. Vous l'avez exprès pour savoir si voilà, vous regardez. On voulait tester, savoir s'il y avait des spécialistes de l'autre côté de la caméra. Eh bien, voilà, en fait, en 1968, j'ai un petit peu raison quand j'ai dit que c'est un tour que Poulidor devait gagner ou pouvait gagner. C'était au moment de sa splendeur, de sa force, il a chuté, il a été renversé par un motard. Et effectivement, il a dû abandonner. Et le final entre Janssen, c'était pas du tout avec Janssen, qui j'ai dit Agostinho, dont on parlera dans les Portugais. Et puis j'ai dû inventer Gimondi. Assumez vos erreurs. Voilà, j'assume. Et en fait, c'était Janssen, Van Springel qui était très proche. Van Springel qu'on a complètement oublié, vous voyez.
Et puis Braque, Ferdinand Braque, ce merveilleux rouleur dont on pensait que dans la dernière journée, il pouvait effectivement, grâce au contre-la-montre, revenir. Il s'est rapproché, mais c'est bien Yann Janssen qui avait gagné. Voilà. Faute avouée. Pardon pour cette erreur. Et ta moitié est complètement pardonné. On revient à qui maintenant? J'ai Presse, Peugeot, peloton, parrain, podium. Vous choisissez. Podium, on en a parlé. Oui, Alors, podium. Peugeot parrain, c'est pareil, Oui, c'est puisque c'est intéressant d'expliquer que le Tour de France fonctionne doublement grâce au parrainage, à la fois parce que pour financer le Tour de France, il y a